Bonjour tout le monde. Je me présente Samuel Blouin, chercheur à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Je suis accompagné de Martine Bertolotti, qui est candidat à la maîtrise en relations internationales à l'Université nationale de Cordoba en Argentine et stagiaire au projet Sa vie LGBTQ. Et c'est à ce titre qu'il collabore au projet de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur l'analyse des plaintes qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est un projet qui consiste en une analyse des plaintes adressées à la Commission sur la base de deux motifs, soit l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre, dans le domaine de l'emploi entre 1988 et 2020. Et comme titre de présentation, on a retenu une citation particulièrement parlante tirée d'une des plaintes, et je vous la lis. « Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais je suis convaincu que j'ai été victime de discrimination. Au cours de la présentation, nous tenterons de faire ressortir le sens de cette formule qui reflète bien ce qui se dégage de nos résultats préliminaires. » Passe rapidement sur le plan. Donc, le contexte. Donc, comme l'a dit Isabelle un peu plus tôt, le projet de recherche s'inscrit dans le volet 3 du projet Sa vie LGBTQ, soit l'analyse critique des politiques publiques. Pourquoi s'intéresser aux plaintes adressées à la Commission dans ce cadre? Donc, les plaintes pour discrimination adressées à la Commission sur la base de l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre constituent un matériau riche pour appréhender des discriminations vécues par les personnes LGBTQ+, malgré les avancées au chapitre de la reconnaissance juridique de leurs droits. Et c'est un décalage que la Commission a observé plusieurs fois, à plusieurs reprises dans ses travaux au fil des ans, notamment dans son rapport de 2007 intitulé « De l'égalité juridique à l'égalité sociale vers une stratégie nationale de lutte contre l'homophobie ». Donc, les plaintes permettent toujours de saisir ce décalage entre l'avancée juridique des droits et parfois l'absence de leur reconnaissance dans les faits. Les plaintes reçues par la Commission offrent par ailleurs un regard sur l'évolution des situations alléguées de discrimination à travers les décennies, puisque effectivement la Commission reçoit depuis plusieurs dizaines d'années des plaintes pour discrimination sur la base de l'identité, de l'orientation sexuelle et depuis plus récemment sur la base de l'identité ou l'expression de genre. Et finalement, c'est un matériau qui n'a jamais encore été analysé de façon systématique. Ensuite, donc, j'ai expliqué pourquoi on s'intéressait aux plaintes adressées à la Commission. Maintenant, pourquoi plus spécifiquement au domaine de l'emploi? Donc, c'est une décision qui a été prise de façon concertée avec le projet Sa vie LGBTQ. Et quand on parle du domaine de l'emploi, on entend toutes les composantes de l'emploi. Donc, c'est important de préciser d'abord que ça peut inclure le recrutement, l'intégration au travail, les conditions de travail, les conditions de fin d'emploi, etc. Trois raisons ont motivé ce choix. Donc, la première, c'est d'emblée une raison purement quantitative. Donc, c'est le domaine dans lequel la Commission reçoit le plus de plaintes de façon générale, donc à travers les différents motifs de discrimination, mais également pour les deux motifs étudiés, donc l'orientation sexuelle et l'identité ou expression de genre. Pour ce dernier, c'est à égalité avec l'accès aux biens et aux services, ou presque. Ensuite, la deuxième raison est essentiellement une de faisabilité méthodologique. Donc, parmi les trois domaines étudiés par le projet Sa vie, donc la famille, le travail et les réseaux sociaux conçus au sens large. Il y a seulement, pour le domaine de l'emploi, qu'il y a un descripteur de plainte associé dans la base de données de la Commission. Donc, ça ne veut pas dire que la Commission ne reçoit pas de plaintes qui ont trait aux questions de famille ou de réseaux sociaux au sens large, mais c'est beaucoup plus difficile de les repérer de façon systématique dans notre base de données, puisque ça ne correspond pas à un domaine spécifique identifié dans la base de données. Ensuite, la dernière raison, c'est une volonté de la Commission de réfléchir aux meilleures façons d'enrayer la discrimination dans le domaine de l'emploi, et notamment en lien avec sa réflexion interne actuelle sur l'intégration, sur l'opportunité d'ajouter éventuellement un sixième groupe visé par les programmes d'accès à l'égalité en emploi. Donc, on espère que ce projet va pouvoir alimenter d'une façon ou d'une autre cette réflexion. Donc, pour aborder ces plaintes, on a formulé une question de recherche qui est relativement simple que vous retrouvez à l'écran. Donc, quelles sont les expériences et situations telles que rapportées qui amènent des personnes à porter plainte pour discrimination ou harcèlement discriminatoire à la Commission sur la base de l'orientation sexuelle ou de l'identité ou de l'expression de genre? Donc, on s'intéresse vraiment aux situations qui amènent des gens à porter plainte. Pour répondre à la question, on utilise trois stratégies méthodologiques. Donc, la première, c'est de dresser un portrait quantitatif des plaintes selon plusieurs variables. Donc, évidemment, d'abord, selon les motifs de discrimination, le genre auquel s'identifient les personnes, les secteurs d'activité d'emploi concernés, les droits atteints et encore d'autres. Sur la période 1988-2020,
496 plaintes ont été adressées à la Commission sur la base de ces deux motifs dans le domaine de l'emploi. Donc, c'est à peu près la moitié du total de plaintes dans le domaine de l'emploi, tout motif, la moitié du nombre total de plaintes pour ces deux motifs qui est dans le domaine de l'emploi. Et vous remarquez qu'il y a un décalage assez important entre le nombre de plaintes pour l'orientation sexuelle et pour l'identité ou expression de genre. Une des explications possibles, c'est que le motif identité ou expression de genre a été ajouté à la Charte des droits et libertés de la personne seulement en 2016. Donc, la Commission recevait des plaintes pour ce motif aussi auparavant qu'on traitait sous les motifs sexe ou état civil, mais on peut imaginer que l'ajout formel du motif a visibilisé davantage ce recours, et donc le nombre de plaintes a pu augmenter davantage dans les dernières années. Ce qui explique l'important décalage potentiellement décalage entre les nombres pour ces deux motifs. Et parmi ces 496 plaintes, on a pu retracer 208 plaintes seulement, notamment en raison de la politique d'archivage de la Commission. Donc, certains dossiers sont détruits après un certain nombre d'années. Donc, il y a 208 plaintes qui ont pu être retracées, et pour le moment, nous avons analysé 109 de ces plaintes. Et donc, ce à quoi nous sommes en train de procéder, c'est l'analyse qualitative et le codage de ces plaintes, et c'est ce volet-là sur lequel on va se concentrer surtout aujourd'hui. Donc, on a élaboré une grille d'analyse à partir de la littérature pertinente en sciences humaines et sociales en droit, et qu'on fait évoluer au fur et à mesure de l'analyse en précisant, raffinant, ajoutant des catégories d'analyse. Et essentiellement, on cherche à saisir les dimensions suivantes à travers cette grille. Donc, d'abord, les manifestations de l'homophobie, de la transphobie ou plus généralement de l'hétéro-cis-sexisme, les effets de ces manifestations pour les personnes concernées, que ce soit au travail ou hors du travail, les climats de travail décrits par les personnes plaignantes. Donc, on en est venu à isoler la dimension climat de travail, puisqu'on se rendait compte que c'était une sorte de boucle de rétroaction assez forte entre manifestations et effets, où il devenait presque impossible à distinguer les uns des autres. Et finalement, les droits auxquels il est porté atteinte dans ces situations. Et évidemment, à travers l'analyse, on porte une attention particulière au caractère systémique de ces discriminations. Troisièmement, le corpus de plainte, on espère, va nous permettre de réfléchir sur la périodisation, donc à la fois interne et externe. Donc, périodisation interne au corpus, donc comment le type de plainte a évolué au fil des années, des décennies, mais aussi externe, donc voir si c'est possible de dresser des liens entre cette évolution et l'évolution des politiques publiques, et peut-être idéalement avec la ligne du temps dont vous a parlé Isabelle un peu plus tôt et Martin hier. Donc, je cède la parole à Martine pour la suite. Merci Samuel et bonjour. Et pour présenter le résultat préliminaire de notre projet d'analyse des plaintes, on a choisi de créer une plainte fictive. Les objectifs de ces plaintes fictives sont de montrer à quoi ressemble une plainte et montrer comment on fait le codage. Notre exemple s'agit d'une plainte portée par une femme lesbienne dans l'année 2001 au bureau de Montréal. Et par rapport au corpus de plaintes, les 32% des plaintes ont été portées par des personnes qui s'identifient au genre féminin, contre 67% des personnes qui s'identifient au genre masculin. Dans notre corpus, il n'y a pas de plaintes portées par des personnes qui s'identifient avec un autre genre ou sans genre. On a choisi en même temps les bureaux de Montréal parce que les 53% des plaintes proviennent du bureau de Montréal. Et on a choisi une plainte d'une personne cis parce que, comme bien Samuel a dit, la plupart des plaintes portées par des personnes trans sur la base de l'identité de genre sont plus récentes. Donc, comme on travaille d'une façon chronologique, on n'a pas travaillé encore avec la plupart des parties des personnes trans. Bien. Une petite introduction sur notre exemple. La plaignante travaillait comme vendeuse dans un magasin. Elle a terminé avec succès sa période de probation. Elle a reçu un jour la visite de sa conjointe. Un collègue l'a posé des questions un peu ambiguës, mais amicalement. Elle a raconté qu'il s'agissait de sa conjointe et
finalement, elle a réalisé un jour après que toute l'entreprise connaissait son orientation sexuelle. Ça a produit un climat de travail hostile et finalement, elle était congédiée. Donc, on va voir avec cet exemple c'est quoi les codages qu'on peut faire sur ces plaintes. Bien. OK. Le premier exemple, c'est un exemple d'ambivalence. On comprend pour ambivalence des mots, des propos qui n'ont pas des significations, des connotations négatives, mais qui sont ambigus et qu'il y a un effet négatif pour la personne. Un autre exemple, c'est l'exemple des règles non écrites, qui est un exemple de climat de travail. Ce sont des règles qui sont invoquées pour marginaliser des personnes LGBTQ+ au travail. Bien. Dans cet exemple, la plaignante, les collègues de la plaignante l'ont demandé si, par exemple, avant de sortir avec une femme, elle a sorti aussi avec des hommes. On trouve ça, c'est un exemple de questions gênantes. Les questions gênantes pour nous sont une évasion de la vie personnelle en traitant les personnes comme un objet, et sans considération de ses sentiments. Finalement, la personne a dit que tout le monde connaissait son orientation sexuelle, mais sans son consentement. Pour nous, ça, c'est un exemple de outing ou dévoilement forcé. OK. On continue avec les exemples. Il y a un exemple d'évaluation biaisée. L'évaluation biaisée, pour nous, c'est l'évaluation du travail, mais pas sur la performance du travail, mais plutôt en base des préjugés et des stéréotypes négatifs sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Un autre exemple sont des blagues et des moqueries quand la personne est ridiculisée au travail. On a aussi un exemple d'angoisse. Ce sont des effets sur la personne au travail à cause de des manifestations d'homophobie et transphobie. Et finalement, des rumeurs, qui sont des commentaires répandus au milieu du travail. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'en général, on voit sur les plaintes que la personne est congédiée ou la personne perd son emploi, mais formellement à cause d'une autre raison, pas explicitement l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous aurez peut-être reconnu à la fin de cette plainte la phrase qui se retrouvait en intitulé de notre présentation. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais je suis convaincu que j'ai été victime de discrimination. Pour terminer, ça m'amène à préciser que dans le cadre de ce projet, on ne cherche pas à statuer sur la recevabilité des plaintes, ni à conclure sur la suffisance de preuves pour établir une discrimination. C'est plutôt le travail de nos collègues aux enquêtes à la Commission. Néanmoins, les résultats préliminaires du projet exposent que, outre les atteintes potentielles au droit à l'égalité, on retrouve aussi des atteintes éventuelles à d'autres droits que peut engendrer l'hétérocyssexisme. Et vous en retrouvez plusieurs exemples à l'écran. Donc, évidemment, on a le droit à la sûreté et à l'intégrité, qui est garanti par l'article 1 de la Charte, donc qu'on retrouve dans tout ce qui est violence verbale et physique. Des atteintes à la liberté d'expression. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les plaintes en milieu de travail. Donc, le fait que les personnes LGBTQ+, se font dire de ne pas évoquer leur orientation sexuelle ou leur identité ou expression de genre au travail, par exemple, notamment devant des clients. Ensuite, il y a le droit à la sauvegarde de sa dignité ou de sa réputation. Donc, on sait que les atteintes au droit à l'égalité s'accompagnent souvent d'atteintes à la dignité, mais dans le cas des personnes LGBTQ en emploi, ça peut être des propos de dénigrement, des questions gênantes, comme l'a bien montré Martine plus tôt, des rumeurs. Pour ce qui est du droit à la vie privée, le lien évident avec le outing ou le dévoilement forcé, le lien est assez évident dans ce cas-là. Mais ça peut être aussi tout ce qui est commérage ou partage d'informations personnelles liées à l'orientation sexuelle ou de genre qui est fait de façon un peu indiscrète en milieu de travail. Donc, pour terminer, on note que les discriminations alléguées sont parfois très directes et violentes, mais aussi souvent sont diffuses, peuvent être difficiles à prouver et à objectiver, notamment parce qu'elles sont ancrées dans des trajectoires biographiques marquées par l'expérience de la discrimination. Et cette expérience peut précéder, dépasser, subsister après les faits décrits dans les plaintes.
La responsabilité pour la discrimination peut ainsi être difficile à attribuer à une seule personne ou à un employeur, car elle peut prendre sa source à de multiples endroits et que les effets peuvent apparaître avec un certain décalage. Les plaintes tentent d'ailleurs à montrer la porosité entre les milieux fréquentés par les personnes et les différents aspects de leur vie, notamment entre le travail et les autres aspects de leur vie. Pour la raison que nous venons d'évoquer, la lutte contre l'hétérocyssexisme doit donc passer, oui, par les plaintes en discrimination à la Commission, mais elle doit aussi s'appuyer sur des actions sont dans différents milieux, que ce soit le travail, la santé, l'éducation, par différents moyens, les changements législatifs, l'éducation au droit, les recours judiciaires, et à plusieurs échelles. Donc, les discours politiques, ça peut être les politiques publiques ou des initiatives en milieu de travail. Et ça pour éradiquer la discrimination sous toutes ses formes, qu'elles soient systémiques, indirectes ou directes. Et la Commission s'y attaque d'ailleurs à travers l'exercice de ses différentes responsabilités, que ce soit l'évaluation de la conformité des lois et règlements à la Charte des droits et libertés de la personne, la recherche, les enquêtes ou l'éducation et la coopération. Et sur ce, je vous remercie. Merci à toi aussi. Merci beaucoup.